Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un dossier progressif sur l'anémie. Donc, je me présente, je suis Dr Samy Znibert, spécialiste en biologie clinique. Ce dossier progressif est issu du collège d'hématologie que vous trouverez dans les références. Il s'agit de l'édition 2018. Par rapport à l'énoncé, il s'agit d'une femme de 41 ans qui est admise aux urgences devant un tableau d'asthénie, de palpitations et de dyspnée. À l'examen clinique, on observe une tachycardie à 110 battements par minute avec un souffle systolique. À l'interrogatoire, on retrouve une perte de poids de 3 kg en 4 mois. Elle ne prend pas de médicaments au long cours, n'a pas d'enfant ni de régime particulier. Tout d'abord, il y a plusieurs mots-clés à retenir dans ce cas clinique. On apprend qu'il s'agit d'une femme de 41 ans, donc elle est relativement jeune. On apprend qu'elle est admise aux urgences car elle présente des signes cliniques d'asthénie, de palpitation, de dyspnée. Alors, également une tachycardie et un souffle systolique. Donc tout ça, c'est les signes cliniques typiques de l'anémie. En effet, en cas d'anémie, en fait, le sang contient moins d'hémoglobine. Donc, qui dit moins d'hémoglobine dit moins d'oxygène. C'est pour ça qu'il y a un tableau d'asthénie, c'est-à-dire des fatigues intenses. C'est parce que l'oxygène ne circule moins bien dans les tissus. Les palpitations, c'est parce que, encore une fois, en cas de manque d'oxygène, en fait, pour oxygéner les tissus, le cœur va commencer à pomper plus le sang, d'où les palpitations ainsi que la dyspnée. Alors à l'examen clinique, on observe la tachycardie, donc c'est en concordance avec ce que j'ai dit auparavant, ainsi qu'un souffle systolique. Pour rappel, le souffle systolique, il est détecté à l'aide du stéthoscope, donc on observe une augmentation de la taille des valves mitrales. Donc lorsque l'on place le stéthoscope, on observe un souffle systolique. Donc c'est pour ça que tout ça nous oriente déjà vers la clinique de l'anémie. Par rapport aux questions, la première question, quels examens paracliniques pouvez-vous prescrire pour explorer la maladie de votre patient? Donc ici il y a plusieurs choix, c'est un QCM. Alors tout d'abord, l'ionogramme sanguin, oui, non. Donc il faut savoir que l'ionogramme sanguin c'est un bilan de routine. Alors ici il est intéressant parce qu'il pourra permettre de détecter soit une hypernatrémie, hyponatrémie, par exemple en cas de déshydratation, ou bien même la kaliémie, c'est-à-dire qu'en cas d'hémolyse, on pourrait par exemple avoir une kaliémie un peu augmentée. Également le chlore, ça peut toujours servir. Donc ici, exactement, c'est un bon point. C'est un examen que l'on peut prescrire en première intention. Par rapport à la NFS, oui, c'est également un deuxième examen intéressant. Au moins ici on pourra connaître le taux de globules rouges, l'hématocrite, ainsi que le volume globulaire moyen. Donc c'est une bonne réponse. Par rapport au bilan d'hémostase, le TP, le TCA, oui, c'est également un bilan intéressant, il fait partie du bilan de base. Ici on pourrait éventuellement, à cause de la dyspnée, suspecter par exemple une thrombose veineuse profonde. Donc oui, c'est un examen intéressant. Le bilan enzymatique hépatique, oui, non. Ici, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment la notion dans le cas clinique ni d'ictère, ni d'hépatopathie, ni d'hémoglobinurie, ni de jaunisse, donc ce n'est pas vraiment en faveur d'un trouble hépatique, donc ce n'est pas un examen à conseiller. Le dosage de la bêta-HCG, c'est un cas particulier. Ici, il est vrai que c'est une femme de 41 ans, on pourrait faire ce dosage de la bêta-HCG, mais dans notre cas, non. La patiente ne présente pas de ménorrhagie ni de métrorragie dans le cas clinique, donc ce n'est pas un examen de première intention. La deuxième question. Le résultat de la numération sanguine est pour l'hémoglobine de 4,4 g par décilitre, le volume globulaire moyen de 53,8 femtolitres, la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine de 28,6 g par décilitre, le taux corpusculaire moyen en hémoglobine de 15,4 picogrammes, le taux de leucocytes de 0,9, il est normal, et les plaquettes à 774 giga par litre. Alors ici, de nouvelles questions. Tout d'abord, est-ce qu'on est en présence d'une polyglobulie? Non, question assez facile, non. Ici, l'hémoglobine est vraiment très basse, 4,4, alors que les normes sont de 12 g par décilitre, donc on peut directement écarter la polyglobulie. Ici, un petit rappel, j'ai mis les valeurs de l'hémoglobine en fonction des différents individus. Donc chez l'homme adulte, on s'attend à obtenir une hémoglobine supérieure à 130 g par litre. Alors chez la femme adulte, elle doit être supérieure à 120 g par litre, ce qui est légèrement inférieur à l'homme. Alors
il faut savoir, bon ici ce sont des valeurs à titre informatif, mais chez la femme enceinte, à partir du deuxième trimestre de la grossesse, en fait l'anémie, les valeurs sont légèrement plus basses, car il y a l'hémodilution due à la création du nouveau secteur plasmatique, donc due à l'apparition de bébés. C'est pour ça que l'hémoglobine sera, la patiente sera anémiée s'il y a une hémoglobine inférieure à 105 grammes par litre. Donc dans notre cas, ce n'est pas le cas, la patiente n'est pas enceinte, ou n'est pas connue enceinte, donc on prendra comme valeur de référence une hémoglobine inférieure à 120 grammes par litre. Donc voilà, on peut donc écarter la polyglobulie. Ensuite, par rapport à l'anémie normocytaire, oui, non. Donc ici, on apprend qu'elle est en anémie, car son taux d'hémoglobine est, je le rappelle, inférieur à 100 grammes par décilitre. Par rapport à l'anémie normocytaire, il faut tout d'abord regarder le volume globulaire moyen. Normalement, il est compris entre 80 et 100 femtolitres. Ici, il est juste de 53,8, donc ce n'est pas une anémie normocytaire, mais bien une anémie microcytaire. Ensuite, par rapport au globule blanc, le taux de leucocytes, il est de 5,9 giga par litre, il est tout à fait normal, donc nous pouvons exclure la leucocytose. Il y aurait eu une leucocytose si ce taux était supérieur à 10 giga par litre. Concernant le taux de plaquettes, donc ici, il est supérieur à 400 giga par litre, donc nous sommes bien en présence d'une thrombocytose. Donc ici, un petit schéma récapitulatif de l'anémie. Ici, nous sommes donc en présence d'une anémie microcytaire, car le volume globulaire moyen est inférieur à 80 femtolitres. Il faut donc réaliser le bilan martial ainsi que le bilan inflammatoire. C'est juste pour un peu vous orienter. Par rapport à la troisième question, quel examen de première intention prescrivez-vous pour établir le diagnostic? Donc ici, plusieurs choix disponibles. Tout d'abord, le dosage du fer, oui, non. Ici, pas vraiment. Pour rappel, le fer, ici, on pense qu'il s'agit du dosage du fer sérique, bien évidemment. Donc c'est vrai qu'il est intéressant, mais il n'est pas en première intention, il est en deuxième intention. En effet, il n'est pas très représentatif de la quantité globale de fer dans l'organisme, parce que le fer sérique peut varier en fonction de l'alimentation. Est-ce que la personne a pris récemment des compléments oraux de fer, ou est-ce qu'elle a mangé de la viande, ou des lentilles par exemple. Donc il est intéressant, mais pas en première intention. Donc ce n'est pas une bonne réponse. La ferritine, marqueur très intéressant, c'est une bonne réponse. La ferritine, en d'autres mots, c'est une protéine qui va permettre de refléter les stocks de fer dans l'organisme. Donc oui, c'est une bonne réponse. Par rapport à la transférine, oui, non, pas vraiment, car la transférine, également appelée la protéine de transport du fer, ici, elle est influencée par dans plusieurs situations. Par exemple, si le patient est en insuffisance cardiaque, ou en insuffisance rénale, en insuffisance hépatique. Par exemple, en insuffisance hépatique, on aura une diminution de la synthèse de cette transférine. Donc en fait, encore une fois, il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier cette concentration plasmatique de transférine. Donc non, ce n'est pas un dosage en première intention. Par rapport à l'hepsidine, non plus. En fait, c'est un marqueur très intéressant en cas de surcharge en fer. Donc, il sera intéressant pour le dépistage et le diagnostic des hémochromatoses, par exemple. De même que l'hémosidérine, qui est une protéine qui va permettre de stocker le fer au niveau tissulaire. Ici aussi, elle est intéressante dans l'hémochromatose, donc c'est-à-dire lorsque l'on a la présence de trop de fer dans le sang. Donc non, ce n'est pas très intéressant. Par rapport à la quatrième question, la ferritine est à 3 microgrammes par litre, alors que les valeurs normales sont entre 20 et 200. Orientons le diagnostic vers, première réponse, la thalassémie. Est-ce que c'est vrai? Non. Pas vraiment. En fait, la thalassémie, pour situer, il s'agit d'une hémoglobinopathie dans laquelle on aura une altération de la synthèse de l'hémoglobine. Alors, en fait, cette altération de l'hémoglobine va provoquer une hémolyse un peu plus précoce. Donc, on aura une tendance à obtenir plus de fer au niveau du sérum. Donc normalement, on s'attend à avoir une ferritine qui est plus élevée. Ici, la ferritine de 3 microgrammes par litre, donc on peut éloigner ce diagnostic. Par rapport à la porphyrie, également une anomalie de l'hémoglobine. Ici, non plus.
On a également une augmentation du taux de fer sérique dans le sang, donc ici on peut écarter ce diagnostic. Par rapport à l'inflammation chronique, il faut savoir que non, ce n'est pas... en cas d'inflammation chronique, on a une augmentation de la ferritine. Parce qu'en fait, en cas d'inflammation, on a une augmentation de l'interleukine 6 qui va agir au niveau de la synthèse protéique de la ferritine, donc en la diminuant, donc en l'augmentant, pardon. Donc ici, non, ce n'est pas la bonne réponse. Anémie par carence martiale, on en avait parlé il y a quelques secondes. Donc oui, ici on peut suspecter une anémie par carence martiale, car, je le rappelle, la ferritine est un marqueur qui permet de refléter les stocks de fer au niveau de l'organisme, donc on s'attend à ce qu'elle soit diminuée en cas de carence martiale. C'est une très bonne réponse, si vous aviez répondu ça. Par rapport à l'anémie par carence en folate, on peut directement écarter ce diagnostic, car la carence en folate provoque des anémies macrocytaires, également appelées anémies mégaloblastiques, dans laquelle on aura des macrocytoses. Donc ici, la carence en folate, on peut l'écarter. Par rapport à la question 5, au vu de la carence martiale, quels examens complémentaires vous semblent pertinents? Tout d'abord, l'électrophorèse de l'hémoglobine, pas vraiment. Parce que l'électrophorèse de l'hémoglobine, en fait, c'est un examen intéressant pour permettre de dépister justement les pathologies dans lesquelles on a des altérations de l'hémoglobine. Les plus fréquentes sont, comme je l'ai cité précédemment, la thalassémie ou bien la drépanocytose. Dans les deux cas, on obtient des anémies qui sont normocytaires ou bien microcytaires, mais surtout dans ces deux pathologies, le fer est normal. Donc la ferritinémie est normale ou augmentée. Donc on peut écarter cet examen, il ne sert à rien. Par rapport au dosage du fer, non, pas vraiment, parce qu'en fait on a déjà dosé la ferritine, et la ferritine est plus représentative que le fer. Le dosage de la transférine, non plus. Ici, on a déjà posé le diagnostic de l'anémie par carence martiale, donc pas très intéressant. Le dosage des réticulocytes, pas vraiment d'intérêt, car en fait, le dosage des réticulocytes, il est intéressant pour calculer le taux de réticulocytes. Le taux de réticulocytes est intéressant lorsque l'on est en présence d'une anémie normocytaire ou macrocytaire. Mais ici, une anémie microcytaire, ça ne sert même à rien de doser de rechercher ce paramètre. Donc la réponse correcte, si vous l'aviez, c'était aucune des 4 propositions. La question 6. Quelles sont les bases du traitement de cette patiente? Tout d'abord, la transfusion sanguine, oui, non. En fait, ici, c'est un cas un peu spécial. Bon, la patiente présentait une hémoglobine à 4,4, si vous vous souvenez. Donc ici, c'est une urgence thérapeutique. Il faut bien une transfusion sanguine. De plus, la patiente, elle peut avoir une hémoglobine inférieure, mais si elle supporte bien, on peut se passer de la transfusion. Mais ici, elle présente des signes cliniques de tachycardie, de dyspnée, elle supporte mal ça en anémie, d'où l'importance de faire une transfusion sanguine. Donc c'est une bonne réponse. Le fer en injection intraveineuse, il peut être pratiqué, mais pas en première intention. On va tout d'abord réaliser l'injection de fer par voie orale. Enfin, l'administration de fer par voie orale. C'est ça le traitement en première intention. L'injection, c'est peut-être si la patiente supporte mal son traitement par voie orale, là on pourra penser à prendre du fer par voie... Par rapport à la vitamine B6, est-ce que c'est intéressant? En fait, c'est intéressant dans certains cas, lorsque la patiente, parfois, chez les patients qui souffrent d'alcoolisme, on a une diminution de l'absorption de vitamine B6 qui pourrait provoquer des anémies microcytaires. Dans notre cas, il n'y a pas la notion ni d'alcoolisme, ni de troubles gastriques, donc la vitamine B6, non, pas vraiment indiquée. Les folates, non plus, car, encore une fois, nous sommes en présence d'une anémie microcytaire. Les folates sont indiqués lorsqu'on a des anémies macrocytaires, donc ici, non, n'est pas indiqué. Question 7. La prise de fer par voie orale est associée à des effets secondaires fréquents. Quels sont-ils? Donc, tout d'abord, un petit rappel, le fer, il s'agit d'un élément qui est relativement lourd, il est mal absorbé, donc c'est pour ça qu'il peut provoquer une légère irritation au niveau du tube digestif. Donc c'est pour ça tous les effets secondaires en fait seront des signes digestifs. Alors concernant le premier, quels sont-ils? Est-ce qu'il y a des selles noires? Oui, la présence de fer, l'absorption de fer par voie orale peut, comment dire, donc en fait quand on prend des médicaments par voie orale, du fer, on le retrouve souvent au niveau des selles, parce qu'il est partiellement absorbé, d'où la présence de selles noires.
La langue noire, non, ce n'est pas une bonne réponse. En cas de fer, il n'y a pas de dépôt au niveau de la langue. Il s'agit souvent, en plus, de comprimés à dissolution gastrique, il me semble, donc non. Par rapport aux nausées, oui, comme je l'ai dit, c'est un médicament irritant pour le tube digestif, donc oui, il peut provoquer des nausées, également des diarrhées, ainsi que des constipations. La question 8. Quelle est la durée minimale de traitement par fer par voie orale? Bon, ici, 1 semaine, non. 2 semaines, non plus, c'est trop peu. 1 mois, on commence à voir une amélioration au niveau du volume globulaire moyen, également au niveau du fer sérique, même l'hémoglobine augmente également, mais c'est surtout à partir de 4 mois, comme ça on est sûr d'avoir restauré les taux de ferritine. Donc ici, le critère d'arrêt du traitement par fer par voie orale est la normalisation du fer. Comme je viens de le dire, non, car le fer, en fait, il est peu représentatif des quantités globales de fer. La normalisation de l'hémoglobine, ça peut être intéressant, mais non. Ici, non plus, parce qu'elle augmente à partir de 1 mois, qui est relativement rapide. Donc en fait ici, on va surtout regarder la ferritine. Encore une fois, la même histoire, ça représente les stocks globaux de fer. Donc c'est pour ça qu'on se base sur la ferritine. De plus, c'est le dernier marqueur à se normaliser suite à un traitement, une supplémentation de fer. Le taux de récupération non plus, la normalisation du VGM non plus. Par rapport à la question 10, quelles sont les étiologies de carence martiale à rechercher? Donc il faut... en fait, les causes de carence martiale sont souvent dues à des pertes sanguines, comme des hémorragies par exemple. Donc ici, on pourrait par exemple avoir une hémorragie digestive, ce qui est relativement fréquent en cas d'anémie par carence martiale. Donc oui, une atteinte digestive afin de rechercher une hémorragie digestive. Les atteintes gynécologiques, oui. Ici, il s'agit d'une femme de 41 ans. On ne sait pas est-ce qu'elle est ménopausée ou non, mais on peut suspecter qu'elle ait toujours ses règles. Donc elle peut avoir des saignements gynécologiques. Donc oui, il faut regarder l'atteinte gynécologique. La carence d'apport aussi, c'est assez important, car beaucoup de patientes manquent de fer au niveau de l'alimentation si elles ne consomment pas assez de viande ni de lentilles. Donc c'est pour ça il vaut mieux regarder est-ce qu'il y a la présence d'une carence d'apport ou non. La carence d'absorption également. Il faut savoir que les traitements par les inhibiteurs de pompe à protons vont augmenter le pH gastrique, ce qui pourrait diminuer l'absorption de fer. Donc oui, il faudrait regarder est-ce qu'il y a des soucis au niveau de l'absorption en faisant une anamnèse de la patiente. Enfin, les anticorps antiferritine, une réponse un peu drôle. C'est très très rare d'obtenir des anticorps antiferritine. En effet, parce que la ferritine, il s'agit d'une protéine qui est souvent intratissulaire. Donc, on ne la retrouve pas dans le sérum, ou très peu en fait. Donc c'est pour ça que l'organisme développe très rarement des anticorps antiferritine. Donc non, ce n'est pas une bonne réponse. Question 11. Après 4 mois de traitement, le résultat de la numération sanguine est hémoglobine 11,4 par décilitre, le volume globulaire moyen de 70,8 femtolitres, le leucocyte 6,2 et les plaquettes 374. Montrant, donc qu'est-ce que ça montre? Ici, donc l'hémoglobine, elle est toujours inférieure à 12, donc ici la première réponse est fausse, il ne s'agit pas d'une correction totale de la numération. Donc ici, on observe le VGM qui est toujours inférieur à 80, donc il s'agit d'une anémie microcytaire. Ensuite, par rapport au taux de leucocyte, il est normal, le taux de plaquettes est normal, donc ici la bonne réponse c'était une anémie microcytaire persistante. Afin d'interpréter ce dernier résultat, quels sont les 2 examens qui vous semblent les plus pertinents? Tout d'abord, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est exact, parce qu'en fait, quand l'électrophorèse de l'hémoglobine, comme je l'ai dit précédemment, en fait, ça permet surtout de dépister les thalassémies ou les drépanocytoses. En fait, il faut savoir qu'en cas d'anémie par carence martiale, on peut avoir une anémie chronique qui va empêcher l'efficacité du traitement de la supplémentation de fer.
Donc, c'est exact. En fait, c'est ça, la drépanocytose et la thalassémie vont diminuer l'efficacité. Donc, c'est mieux de faire une électrophorèse pour dépister l'une de ces deux pathologies. Par rapport au dosage du fer, non. Pour les mêmes arguments que j'ai dit précédemment. Concernant le dosage de la transférine, non plus. Le dosage des réticulocytes, non plus. Mais le dosage de la ferritine, oui, on peut le refaire afin d'évaluer les stocks de fer de la patiente, en fait. Parce que peut-être que la patiente s'est supplémentée en fer, mais peut-être qu'elle prenait ce fer de manière concomitante, soit avec des alginates, ou bien du thé, ou du café, qui pourrait complexer le fer et diminuer son absorption. Donc en fait, le dosage de la ferritine, dans notre cas, ça va permettre de regarder l'efficacité, est-ce que le traitement a bien fonctionné ou non. Donc voici pour la question 12. Concernant mes références utilisées, j'ai utilisé les collèges d'hématologie. Donc comme dit plus tôt, ce dossier progressif était présent dans ce collège. Donc je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et merci beaucoup, j'espère que ça sera utile dans votre pratique. Merci beaucoup.